Donc, le calque actuel, on va pouvoir double-cliquer sur son nom dans la palette des calques et on va peut-être l'appeler texte. Et puis, on va créer un calque spécialement pour les images. C'est intéressant de... c'est le but des calques, en fait, c'est de faire différents niveaux de construction pour que tout soit plus facile à manipuler après. Parce que si vous mettez tout sur le même calque, tout s'empile pour arriver à sélectionner un objet, c'est difficile. Donc, une fois que vous avez renommé éventuellement le premier calque en texte, vous cliquez sur le signe plus en enfonçant la touche option. Parce que sinon, si vous n'avez pas enfoncé la touche option, comme je le fais là maintenant, il va falloir double-cliquer à droite du nom du calque pour que les options apparaissent. Donc, option clique sur le plus, ou alors vous cliquez et puis vous double-cliquez là-dessus. Voilà, les deux solutions sont bonnes. L'idéal, c'est d'arriver à renommer le calque, et là, je vais l'appeler image. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est des images flottantes. C'est-à-dire qu'on pourra les déplacer comme on veut, sans trop s'occuper. Elles ne sont pas attachées au texte. Après, vous verrez, mais ce ne sera pas aujourd'hui, vous verrez qu'il existe des images ancrées. On peut faire dans un flux de texte, dans des pages, on peut aller mettre entre les paragraphes, insérer des images ancrées, comme une encre de navire, A-N-C-R-E-E. Et ça permet que quand on modifie le document, les images, elles restent avec le texte, elles bougent avec le texte. Mais vous allez voir, ça, c'est ce qu'on appelle le flux du texte avec image, ancré. Ici, on commence simple avec des images qui vont être indépendantes. Alors, un truc qui serait intéressant, c'est de cliquer ici pour verrouiller le calque de texte. Comme ça, on ne risque pas, par erreur, de sélectionner le texte, de le bouger, vous voyez. À un certain moment, on va grouper, plus tard, on va grouper le bloc qui contient le texte et le bloc en couleur derrière. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc là, on a dit qu'on allait travailler avec les images pour, déjà, vous changer un peu l'esprit et puis déjà pouvoir faire des documents un peu plus complexes de mise en page. Donc, on va chercher sur le web... Sauver, ça veut dire enregistrer. Ok, vous allez dans un navigateur web et on va aller dans un moteur de recherche. Alors, navigateur web, vous avez quoi? Vous avez Safari? Ok, Safari, c'est bien. Donc, je vais aller dans Safari aussi parce que j'étais dans Firefox, mais Safari, au niveau du téléchargement des images, fonctionne un peu différemment. Donc, je vais aller voir dans Safari, comme vous. Ok, je suis dans Safari. Et on va aller dans le moteur de recherche bing.com. Alors pourquoi je n'utilise pas Google? Parce que Google a eu un problème avec une banque d'images, donc c'est-à-dire une entreprise qui vend des images pour faire de la publicité, pour faire des publications. Ils vendent des images, ils vendent des photos. Vous connaissez les banques d'images, ça vous dit quelque chose? Ils ont eu un problème, Google, avec Getty Images, qui leur a interdit de mettre un bouton qui permet d'afficher en grand les images. Bien sûr, on peut, par un hack, faire réapparaître le bouton, mais vous voyez, là, j'ai juste tapé, mais vous ne le faites pas, c'est juste pour illustrer le propos. Google versus Getty Images, et vous voyez, Getty Images dépose une plainte contre Google. Etc. On en a plein, en fait, d'articles là-dessus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais dans Bing. Maintenant, il y a d'autres moteurs de recherche que vous connaissez peut-être. Enfin, il y en a plein, des moteurs de recherche. Avec Bing, on peut... Avec Bing, jusqu'à présent, ça fonctionne. L'affichage des photos en grand, ça marche, plus ou moins, ça dépend des sites. Ah oui, mais
Bien, ici, vous allez demander un sujet. Donc, par exemple, ici, je vais demander un jardin japonais. Voilà. Ce serait bien d'avoir un paysage. Donc, pas seulement un sujet. Je n'ai pas envie d'avoir un lion sur un fond blanc, par exemple. Non. Dans un premier temps, je demande des jardins japonais, par exemple, c'est juste au hasard, ça m'est passé par la tête. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses dans les jardins japonais. On va pouvoir, dans InDesign, faire du recadrage, laisser tomber une partie de l'image. C'est important de faire du recadrage. Donc, évidemment, ça n'a aucun rapport avec le texte que j'ai tapé, mais c'est pas grave. Alors, vous allez dans la partie images. Bien. Et là, on va filtrer parce que toutes les images que vous voyez là, vous n'avez pas le droit nécessairement de les utiliser. Il faut faire attention. Si c'est dans une école, juste pour un travail scolaire, ça passe parce qu'il y a une dérogation, l'article 5, qui permet d'utiliser des images qui sont sous droit d'auteur, sous copyright, dans un cadre éducatif. Mais si c'est pour faire un vrai travail que vous allez sortir sur écran ou imprimer, oui, parce qu'avec InDesign, on peut faire des choses qui s'affichent sur écran. C'est pas que pour imprimer. On peut faire des livres électroniques, notamment. C'est pas que pour imprimer InDesign. On peut faire des PDF interactifs. Donc, si c'est pour faire un travail sérieux, il va falloir filtrer ici. Donc, soit on y va par le moteur de recherche Bing et on va faire des filtrages ici, ou alors vous avez aussi des sites qui directement vous proposent des images que vous avez le droit d'utiliser, comme PHEAR ou des choses comme ça. Il y en a plein des sites. Je pourrais vous montrer après quels sont les sites qui proposent des images que vous avez le droit d'utiliser directement, des images. Voilà. Je ne prononce pas le mot libre de droit parce que c'est un piège, ça. Je vous expliquerai. Des images du domaine public, on appelle ça plutôt. Mais moi, j'aime bien aussi rechercher par un moteur de recherche parce que là, je recherche dans plein de sites différents. Alors, est-ce que vous voyez ce qu'on devrait faire ici pour afficher les images qu'on a le droit d'utiliser? On va... Exactement, on enclenche les filtres et dans licence, on va demander soit du domaine public, là tout est permis avec les images du domaine public. On peut les utiliser dans ses travaux, voire même les modifier sans citer l'auteur, si c'est vraiment une image du domaine public. Voilà, et là vous avez quelques sites certainement qui apparaissent aussi chez vous, avec quelques sites web là, Public Domain Pictures, Pixabay, etc. Si vous voyez à un certain endroit qu'il est indiqué Wikimedia, il est certain que c'est du domaine public sans aucun problème. Les autres, voilà, PHEAR dont je vous parlais, les autres sites, il faudrait quand même aller vérifier sur la page qui contient l'image, quelle est vraiment la licence. Si on veut faire un travail sérieux, hein, bien sûr, là, dans la formation, on pourrait faire ce qu'on veut au niveau du droit, pour des raisons éducatives, mais on se place dans la situation d'un professionnel qui doit prendre des images. OK, donc, vous cliquez sur une image. Vous allez cliquer sur le bouton « Afficher l'image ». Parfois, ça ne va pas marcher. Parfois, ça ne va pas marcher, ça ne va pas montrer l'image. Ou parfois, ça la montre. Vous allez faire un clic droit, enregistrer l'image sous, et vous allez désigner le dossier sur lequel on est en train de travailler. Vous allez enregistrer à côté des documents InDesign. Alors, surtout, ne mettez pas l'image dans un dossier parce que ça pourrait poser un problème par la suite. Il vaut mieux, dans un premier temps, en tant que débutant dans InDesign, mettre les images à côté des documents InDesign, au même niveau. Ne pas faire un dossier spécial pour les images.
Comme ça, si vous transférez vos travaux ailleurs, sur un autre ordinateur, et que vous ouvrez le document InDesign, il va trouver les images tout de suite. Il va regarder juste à côté si elles sont là. Ok, donc là, j'enregistre donc juste à côté. Donc vous rangez correctement votre... Ok. Et quand vous avez téléchargé l'image, vous pouvez revenir à l'onglet d'avant. Ce sont vos résultats. Et vous cliquez sur la croix. Et vous retrouvez vos résultats. Voilà. Alors, il y aurait plus de choses à dire là-dessus. On y reviendra, notamment la définition des images, le nombre de pixels. On n'a pas demandé un nombre de pixels minimum. Quoi d'autre ? Ah oui, et puis aussi, si vous ne trouvez pas, quand vous êtes dans le domaine public, vous ne trouvez pas d'image correcte qui vous convient, il va falloir passer aux licences Creative Commons. Et là, les licences Creative Commons, il y en a plusieurs. Il y en a certaines, c'est comme le domaine public, on peut utiliser l'image, la modifier, sans citer l'auteur. Il y en a d'autres où ce sera interdit de modifier l'image. Il faudra la reproduire telle qu'elle. Il faudra parfois, pour certaines licences Creative Commons, citer l'auteur. Il faudra, pour certaines licences Creative Commons, ce sera interdit de faire des travaux qui vous rapportent de l'argent, donc ce seront pour des travaux non commerciaux. Bon, ça, c'est les licences Creative Commons. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler du Creative Commons? Non? Voilà, donc c'est pas comme le domaine public tout le temps. Il faut vraiment se renseigner. Voilà, par exemple, j'ai juste tapé Creative Commons, je suis tombé sur le site creativecommons.org. Et voilà, si vous voyez cette icône-là à côté de l'image sur le site web, ça veut dire qu'il faut citer l'auteur. Voilà. Donc c'est un peu plus complexe que le domaine public. Donc l'attribution, c'est ce que je viens de montrer juste avant, le bail. Si vous voyez cette icône-là à côté de l'image, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un profit, gagner de l'argent. Ici, ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier. Voilà. C'est un peu plus complexe. OK. Alors, comme je vous disais, l'idéal, ce serait quand même d'aller voir sur la page du site. Et là, je vais essayer de retrouver l'image que j'avais prise. C'est laquelle? Vous la voyez? C'est celle avec le pont comme ça. Est-ce que je suis allé la chercher plus bas ou plus haut? Maintenant, j'ai perdu, je ne sais pas où elle est. Ceci dit, une recherche par image sur Google me la ferait retrouver, hein, mais bon. Elle est là? Elle est là. Ah oui, elle est là. Ouais. Voilà. Donc, l'idéal, ce serait d'aller visiter le site si vous faites un travail commercial. Alors, bien sûr, si c'est pour faire un flyer, une affiche dans une petite ville, il est probable que personne ne va vous ennuyer, même à l'échelle de la Belgique, peut-être pas, si c'est une image qui vient du bout du monde. Mais si c'est sur le web, les gens ont la capacité de retrouver l'image. Hein. Si c'est juste imprimé, il y a moins de risques. Donc, vous voyez cette image-là, je devrais normalement aller voir sur le site quelles sont les conditions d'utilisation. Ça, c'est juste un type facultatif. On peut donner de l'argent de manière facultative à l'auteur. Il paraît qu'ils ne reçoivent jamais, les auteurs. On vous indique que c'est un téléchargement gratuit. Et au niveau de la licence, il faudrait aller voir la licence. Voilà, c'est ça, licence CC0, donc Creative Commons 0 public domaine. Voilà. Donc le photographe, M. Kratokville, a diffusé cette image de jardin japonais sous la licence domaine public. Voilà, donc c'est une des licences Creative Commons, c'est le domaine public. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser et la modifier pour votre usage personnel et commercial, pour vos projets commerciaux.
Si vous avez l'intention de l'utiliser pour un usage commercial, faites attention que certaines photos nécessitent un modèle de droit d'auteur. Donc voilà. Normalement, ici, il n'y a pas de problème. Pour les travaux vraiment lourds et sérieux qui coûtent beaucoup d'argent, ça peut valoir la peine de faire appel à un avocat spécialisé en droit d'auteur pour avoir un conseil avant de commencer à imprimer à 10 000 exemplaires quelque chose et puis se rendre compte qu'on a fait un mauvais choix des images qu'on n'aurait pas dû. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, ce serait de prendre une copie d'écran de ceci pour garder une preuve que vous êtes de bonne foi et que l'image que vous avez trouvée, il était indiqué sur le site à un certain moment, à telle date, que vous aviez le droit d'utiliser. Parce que si dans quelques années, on vous dit que vous avez utilisé une image que vous n'auriez pas dû, comment aller prouver? Peut-être que la page ici aura disparu. Donc une copie d'écran, ça peut être bien. Alors, je vous parlerai d'organismes qui accompagnent les graphistes et les artistes au niveau du droit d'auteur. Un peu comme la SABAM pour la musique, mais il y a la même chose pour les artistes et les productions visuelles. Alors ça peut être intéressant. Alors on y va, dans le document InDesign, on va importer l'image, la seule image que jusqu'à présent on a téléchargée. Donc, menu fichier, importer. Voilà, alors pour zoomer en avant et en arrière, je ne vous l'avais pas expliqué en fait, mais vous connaissiez, puisque vous connaissez Photoshop. Alt roulette pour zoomer, barre d'espacement pour bouger. C'est le raccourci de la main, donc en fait on active très rarement les choses ici, hein. On utilise plutôt les raccourcis. Alors pour zoomer en avant, en arrière, il y a d'autres solutions, bien sûr, mais moi j'aime bien Alt roulette, option roulette, donc barre d'espacement pour bouger bien. Et alors, comme dans tous les logiciels Adobe, le double-clic sur la main dans la palette des outils vous montre le document en entier le plus grand possible sur l'écran. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Donc, point de vue navigation, vous connaissiez déjà, c'est pour ça que personne ne m'a demandé. C'est bien. Donc ici, il faut absolument activer le calque sur lequel on va amener l'image. Il faut qu'il soit en surbrillance comme ça, il faut qu'il soit sélectionné. Donc c'est un simple clic dessus. Et puis alors, on va faire fichier importer. On importe l'image dans le document. Donc là, on va importer une image pixel. Si on importait une image vecteur qui vient d'Illustrator, ce serait le même principe. Pour InDesign, il n'y a pas de différence, c'est le même principe, c'est fichier importé. Voilà, vous sélectionnez votre image. Alors, on n'a pas fait de bloc pour qu'elle vienne dedans. C'est pas grave, le bloc, on va le faire après. Les deux solutions sont bonnes. Soit on fait un bloc et on amène l'image dedans, soit on amène l'image et au moment où on la pose sur le document, on fait le bloc. Donc elle est sélectionnée et vous cliquez sur « Ouvrir » dans la boîte qui s'appelle « Importer ». Ouvrir. L'image est dans le curseur. Et là, si vous cliquez tout simplement dans le document, un peu vers la gauche, en haut à gauche, à peu près vers le dessous du bloc texte, il est possible qu'elle arrive très très grande, parce qu'elle a été pré-réglée sur Internet par la personne qui a mis l'image sur Internet, elle a été pré-réglée pour avoir beaucoup de centimètres. Donc là, dans ce cas-là, on va faire édition annulée. Elle devrait normalement être à nouveau dans le curseur. Et là, vous allez enfoncer le bouton de la souris, garder enfoncé et bouger, et vous déterminez la dimension que l'image va avoir. Voilà. À peu près. Hein. Voilà. Donc, tu as cliqué, l'image est trop grande, tu fais édition annulée, puis tu enfonces le bouton de la souris, tu gardes enfoncé, tu bouges, et tu choisis la dimension que tu donnes à l'image. Voilà, et on va voir un peu comment on manipule les images. Donc on va enregistrer sous déjà, pour ne pas perdre ça.
Alors, ta photo est floue. La mienne, à quoi ça ressemble? Ça a l'air assez pixelisé aussi, hein. Alors que quand je regarde dans le navigateur web, elle était où? Ah mince, je l'ai plus. Ah non, c'était dans Safari, j'ai oublié que j'étais dans Safari tout à l'heure. Voilà, quand je regarde dans le navigateur web, l'image que j'avais affichée en grand, là, voilà, ça a l'air correct, hein, vous voyez? Bon, c'est pas nickel, mais il y a quand même beaucoup de pixels dans l'image. Combien il y a de pixels dans l'image? C'était indiqué ici 1920 par 1080, c'est ce qu'on appelle le format HD. La plupart des télévisions affichent ce genre d'image. Mais vous avez peut-être une image plus petite, mais peu importe, le problème ne vient pas là de toute façon. Puisque j'ai la même chose dans mon InDesign, c'est pixelisé. Bon, eh bien, on va aller voir dans le menu Affichage, Performance d'affichage. Et normalement, là, vous devriez voir que vous êtes en affichage standard. Vous pouvez demander un affichage de qualité supérieure. Et là, l'image est de meilleure qualité. Elle n'est peut-être pas aussi bonne que si on la regardait dans Photoshop, ça c'est sûr, mais ça s'est quand même amélioré normalement. Affichage, performance d'affichage, affichage standard. Alors parfois, chez certains ou certaines parmi vous, ça ne va pas faire de différence, hein. Mais en tout cas, chez toi, tu avais le problème. Alors c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Il faut savoir que si vous êtes en affichage standard, vous ne voyez pas tous les détails des images. Mais si vous créez au départ de InDesign un PDF pour l'imprimeur, dans le PDF, ce sera net. C'est juste sur l'écran dans InDesign que ce n'est pas net. À votre avis, pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que les images dans un document InDesign, on aurait envie qu'elles s'affichent pas nettes? Bon, je vais vous le dire. C'est pour économiser des ressources informatiques. Parce que si vous avez un document avec beaucoup d'images, un magazine, bon, les magazines, on les fait en plusieurs documents, hein, on les fait en 5, 6, 7, 8 documents. Ce n'est pas un document pour tout le magazine, mais quand même, c'est plusieurs pages avec plein d'images précises. Et si votre ordinateur n'est pas très puissant, il est un peu vieux, ça va ramer, ça va être lent. Et donc, il y a cette possibilité de faire les mises en page avec les images qui ne s'affichent pas précises. Ça va être plus facile pour l'ordinateur, il va être moins lent. Et ça n'a pas d'importance, puisque quand on exporte le PDF pour l'imprimeur, ce sera net dans le PDF. Donc voilà pourquoi il y a l'affichage standard. Alors si vous voulez, ici, ce serait peut-être plus agréable, on n'a qu'une seule image, votre ordinateur n'est pas hyper puissant, mais il va quand même, à mon avis, résister. Vous pouvez demander un affichage de qualité supérieure. Voilà. Cette histoire d'images pixelisées, donc dans les forums de débutants dans InDesign, c'est une question qui revient souvent. J'importe une image dans InDesign. Par rapport à Photoshop, quand je la vois dans Photoshop, elle est bien nette, et dans InDesign, elle est complètement floue. Donc, InDesign bug, c'est ce qu'on dit, c'est ce que la personne dit. Bon, sachez qu'en général, les bugs, ils se situent entre le dossier de la chaise et l'écran, la plupart du temps. Si vous voyez ce qui se situe entre le dossier de la chaise et l'écran, vous voyez où se situent les bugs en général. Ça veut dire que c'est la personne qui bug, hein, en général. C'est la personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Et donc voilà, il faut lui expliquer ce que je viens de vous expliquer. Voilà, mais ça arrive qu'il y ait des bugs, mais très souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ok, alors, les images dans InDesign, c'est particulier. Vous avez plusieurs outils pour les manipuler. Donc la flèche noire permet de bouger l'image, bien sûr. Ça paraît simple, sauf que si vous double-cliquez et que vous bougez, voilà ce qui arrive. Là, j'annule. Et puis je vais cliquer à côté pour désactiver le bloc.
Donc regardez la différence avec la flèche noire, je clique et puis je bouge. Le bord du bloc, il est bleu, parce que le calque, il a la couleur bleue ici. Ah tiens, c'est presque la même couleur que le calque d'en dessous, mais c'est pas grave. Ah, ce serait quand même intéressant d'aller changer ça, parce que deux calques avec la même couleur de vecteur, quand on regarde dans le document, on ne voit pas bien. Voilà. Donc, j'ai mis la couleur du calque en rouge. Vous vous souvenez comment on faisait? Double-clic à droite du nom. Et ici, j'ai choisi couleur des vecteurs rouge. Bien sûr, ça ne s'imprime pas, c'est juste pour que, d'un coup, quand je regarde le document, là, je vois que les blocs là, ils sont sur le calque texte, le calque d'en bas, et les blocs là, ils sont sur le calque image, le calque d'en haut. Donc, je disais, voilà, avec la flèche noire, on peut bouger l'image, mais si vous double-cliquez, ça passe en négatif couleur. Donc, il y a une couleur qui apparaît. Là, chez moi, c'est le cyan, bleu cyan, c'est l'inverse de ce que j'avais mis, rouge. Ça veut dire qu'on travaille au niveau du contenu du bloc. C'est pour ça que quand on déplace, c'est le contenu qui se déplace, mais le bloc, lui, il reste en place. Ça, on verra plus tard. Là, dans un premier temps, il vaut mieux annuler et cliquer à côté. Et alors, vous avez vu qu'il y a un réticule ici. Si on clique simplement dessus, c'est la même chose. On bouge l'image, mais pas le bloc. Donc c'est soit double-clic, soit clic direct sur le réticule, mais dans un premier temps, on ne va pas bouger l'image, donc j'ai annulé le déplacement d'image dans son bloc. C'est vraiment le bloc et son image que je déplace. Ça, c'est pas évident de manipuler les images dans InDesign. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Tiens, je connais bien Photoshop, donc je vais me lancer dans InDesign, je n'ai pas besoin d'apprendre, c'est quand même, la mise en page, c'est quand même plus simple que de faire des trucages photo. » Et dès qu'ils amènent une image dans InDesign, ils sont déjà en train de galérer parce qu'ils n'arrivent pas à recadrer les images, à les redimensionner. Mais il faut comprendre comment ça marche. Donc c'est ce que je vous explique maintenant, c'est le B à bas, c'est le minimum. Alors le recadrage de l'image, c'est tout simple, avec la flèche noire, vous prenez une poignée du coin et vous bougez. Donc c'est super important de recadrer les choses. Voilà. Je vous laisse recadrer éventuellement, parce que ça participe à la narration. Vous expliquez quelque chose, quand vous faites une mise en page, vous mettez en scène les images. Donc vous pouvez les recadrer, ne pas les montrer en entier. Voilà. Et puis regardez ce qui se passe si vous double-cliquez sur l'image. Vous allez voir que le bloc est plus petit parce que vous venez de redimensionner le bloc avec la flèche noire. Mais l'image, elle est toujours là en grand. Elle déborde. Il n'y a pas de problème. Donc je clique à côté. Le redimensionnement du bloc avec son image à l'intérieur. Mais ça va être cet outil-ci. Voilà. Outil de transformation. Pendant que l'image est sélectionnée, il va falloir prendre une poignée. Mais attention, si... Waouh, là ça tournait. Parfois ça tourne, j'ai fait commande Z. Si vous faites bouger la poignée tout simplement comme ça, vous écrasez l'image dans un sens ou l'autre. Les proportions ne sont pas gardées, donc là j'annule. Pendant qu'on fait ça, il faut enfoncer la touche Shift pour que les proportions soient gardées. Et il faut lâcher le bouton de la souris, puis on lâche la touche Shift. Pas les deux en même temps. Voilà. Et là, je peux bouger. Donc ça, c'est le redimensionnement du bloc avec son contenu. L'image a été créée, j'allais dire l'image a été créée après le texte, donc forcément elle est par-dessus, mais en plus elle est sur un calque qui est au-dessus du texte, donc si vous le superposez partiellement, vous obtenez ce genre de choses. C'est intéressant, les superpositions. Le brun de mon bloc ne va pas s'imprimer, il est caché par l'image. Oui.
C'est juste ce qu'on voit là qui va s'imprimer. Donc croyez pas que parce qu'il y a un bloc brun derrière l'image, il y aura du brun. Ben non, c'est caché. Bon, donc recadrage, redimensionnement du bloc avec son image. Ben maintenant, on va bouger l'image dans son bloc et peut-être même la redimensionner. Donc, pour bouger l'image dans son bloc avec la flèche noire, vous allez double-cliquer sur le bloc. Comme ça, vous êtes passé du contenant, le bloc, au contenu, l'image. Vous êtes en train de modifier le contenu du bloc. Voyez, est-ce que vous voyez le cadre, sans problème? Ok, avec la flèche noire, il est possible de bouger l'image dans son bloc. Évidemment, si vous la bougez trop, elle ne remplit pas le bloc. Logique. Alors, petite astuce si vous voulez. Dans InDesign, si avant de faire une action, vous enfoncez 1 seconde avant de faire l'action, comme ceci, pendant que vous bougez, vous avez la totalité de l'objet qui est visible. Vous voyez ? Ça, il s'agit, au lieu de cliquer tout simplement, d'enfoncer 1 seconde et puis de bouger. Voilà. On lui laisse le temps de faire la prévisualisation. Donc ça peut vous aider de voir la totalité de l'image pour savoir ce que vous pouvez faire apparaître ou pas. Vous le voyez. Bien. Vous êtes toujours au niveau de l'image. Vous avez double-cliqué précédemment. Oui, vous êtes au niveau de l'image. Je veux dire, quand je dis l'image, c'est le contenu du bloc. Et je termine par ceci. Pendant que je suis au niveau du contenu, outil de transformation, poignée de l'image avec la touche Shift. Et là, on peut modifier la dimension de l'image, la faire plus grande. Et forcément, on verra moins de l'image. Ouais, il vaut mieux zoomer en arrière quand on fait ça. Ça, c'est Shift. C'est comme tout à l'heure quand on modifiait le bloc avec son contenu, sauf que là, on ne modifie que le contenu. Voilà. Voilà.